un lycée professionnel. J'ai marqué Collège Royal d'Édimbourg parce que ça marque mieux. D'ailleurs, il y a trop de discrimination entre les bahuts. C'est vrai, après tout, c'est toutes des écoles. Non, on est tous fait pareil, hein. Je trouve que l'important, c'est l'idée générale. C'est pas les détails qui comptent. La plupart des gens, ils sont carrément obsédés par les détails. À quelle école t'as été? Combien d'options t'as choisi? C'est peut-être 6 ou, je sais pas, 0. Aucune importance. Ce qui est important, c'est que je sois là. Un point, c'est tout. Monsieur Murphy, vous voulez dire que vous nous avez menti dans votre curriculum? Non. Enfin, si. Histoire de m'introduire, quoi. Je sais prendre des initiatives, hein. Sophie, je suis pas sûre que c'est une bonne façon de passer une entrevue pour du travail, ça. Je pense pas, mais on va pouvoir poser la question à Éric Grenier. Bonjour, Éric. Bonjour. De Job Boom, spécialisé justement N'essayez dans pas ça à la maison. Hein, c'est un cascadeur professionnel. C'est un petit peu hyper, comme on dit. Un petit peu hyper, oui. En fait, tout ce qu'il ne peut faire en entrevue, c'est à peu près le concentré dans cet extrait-là. Oui. C'est toujours stressant, l'entrevue d'embauche. On sent qu'on va être étudié, évalué, qu'on va nous poser des questions sur nous, on veut bien répondre. Des fois, il n'y a pas une, hein, il y a 2, 3, 4 personnes. Comment on fait, donc, premièrement, pour bien se préparer? Bien, il faut d'abord bien se renseigner sur l'entreprise à laquelle on poste notre candidature. On se renseigne bien sur le poste également. Donc, avoir une bonne connaissance de tout ça va nous permettre vraiment de mieux cerner les réponses, probablement, moi, de découvrir les réponses auxquelles le recruteur s'attend de recevoir. Là. Par ailleurs, il faut aussi se calmer. Une entrevue d'embauche, ce n'est pas un interrogatoire policier. Ce n'est qu'une occasion de converser avec des possibles futurs collègues de travail. Mais ça peut être stressant. Ça peut être stressant, c'est certain. Là, il y a un petit enjeu, entre autres, le gagne-pain de votre vie. Mais à part ça, c'est une occasion de converser. Il ne faut pas plus s'en faire avec ça. Donc, on veut donner une bonne impression, une première... On dit souvent qu'on a juste une chance de faire une première impression positive. Quelles sont les règles? On n'a pas une chance, on a une fraction de seconde de chance de faire une bonne impression, selon différentes études. Et à 55 du temps, c'est notre tenue, notre posture, notre façon de se présenter qui d'abord est perçue, ensuite le ton de notre voix et par la suite seulement le propos. Donc déjà, ce qu'on a de l'air, un peu comme des élections. Et déjà, à partir de ce moment-là, une personne, une fraction de seconde, sait, par exemple, si on peut être compétent ou si on est présentable, si on est sympathique et tout ça. Alors, évidemment, il faut donc... il faut donc bien se présenter. Il faut être donc soigné. Il faut aussi se présenter, se projeter de la manière dont on s'attend. Par exemple, on n'arrive pas en short et en gogoune pour un poste de directeur funéraire, comme on n'arrive pas non plus en veston cravate pour un poste de paysagiste, un job de paysagiste ou d'instructeur de ski. Alors, on respire, ça c'est important. On se tient bien droit, on serre la main avec fermeté. On parle avec fermeté, mais en étant enthousiaste, pas avec agressivité. On regarde dans les yeux aussi notre interlocuteur. Lors du dernier débat, d'ailleurs, entre Obama et... le premier débat entre Obama et Mitt Romney durant la présidentielle américaine, on a beaucoup reproché au président de ne pas avoir regardé son adversaire dans les yeux. Oui, et exactement. Ça a été très... Et on a vu dès le résultat, dans les sondages, ça a fait une différence. Et aussi, on se porte à l'écoute d'un interlocuteur, on se montre intéressé à ce qu'il dit et on reste soi-même. Les phonies sont très, très rapidement détectées. Donc, on fait notre première impression, fraction de seconde, solide poignée de main. On s'est bien habillé, code vestimentaire en fonction de l'emploi pour lequel on postule. Et là arrivent les questions. Les fameuses questions. Il y a toujours des questions classiques qui reviennent. Oui, comme pourquoi vous croyez être le candidat idéal pour ce poste-là? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, il faut s'en tenir à des qualités, à tout le moins des trucs qui sont vraiment reliés au poste. Par exemple, dites pas que je suis toujours ponctuel. On s'attend que vous allez l'être de toute façon. On ne veut pas personne qui n'est pas ponctuel. Alors, vous cherchez des qualités qui peuvent être requises pour le poste. Par exemple, vous dites je suis créatif si vous appliquez pour un poste, par exemple, en publicité, ou encore je suis multitasking si je suis pour un poste en technologie de l'information. Ah, oui. Toujours en donnant, par contre, des exemples concrets. Il ne suffit pas de dire que je suis créatif, il faut démontrer que je suis créatif. Donc, c'est important. Aussi, quel est votre plus grand échec? Vous n'avez pas à avoir peur à répondre à cette question-là. On s'intéresse très peu à votre échec. Ce qu'on veut savoir, c'est comment vous avez réagi face à l'échec, à quelle vitesse vous y avez répondu, qu'est-ce que vous avez fait pour y remédier, et ça. Mais là, quand même, si on a fait perdre des milliers de dollars à une entreprise, on ne va pas dire ça quand même. Non, évidemment. On va se garder une petite gêne, on va choisir l'échec. Non, exactement. Si on a passé devant la commission Charbonneau également, on essaie de faire ça un peu. On n'en parle pas. Merci, par contre, on ne fait pas juste des mauvaises choses. Parfois, on fait des grandes réalisations. Et ça, on va vous poser la question, quelles sont vos grandes réalisations
réalisation. Ah oui. Et ça, essayez de vous souvenir toujours de la fois où vous avez fait la différence dans votre emploi passé ou actuel. Vous dites, cette fois-là, j'ai vraiment réalisé quelque chose. Par exemple, vous étiez en gestion, vous avez refait tout le système de dossier et ça a permis de sauver du temps épouvantable à tout le monde. Et bien, parlez-en de ces choses-là, c'est important. Ça, on a tendance à sous-estimer des fois des choses qu'on va avoir réalisées. Je pense que c'est important de s'asseoir. Bien, Moi, j'ai fait l'exercice. La première fois qu'on m'a posé cette question-là, j'ai juste bien fait mon travail, mais c'est pas suffisant. Il faut gratter un petit peu. Il faut gratter un petit peu, d'où l'importance de se préparer à l'avance. Et ça n'apparaît pas dans le CV, ça? Non, non, surtout pas parce que... C'est une action qu'on a faite. Exactement, parce que si ça apparaissait dans le CV, nos CV auraient 30 pages d'épaisseur et personne n'est consulté. En effet. Tout à fait. Il va y avoir une autre question, celle qu'on coince toujours, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? Évidemment, on répond jamais. À votre place, monsieur. Oui, exactement. On répond jamais devenir président de la compagnie. À plus forte raison, c'est le président ou des vice-présidents qui se voient calife à la place du calife y assistent. Donc plutôt, c'est encore là, c'est important de bien se renseigner sur l'entreprise, le poste, et on répond en fonction de ça. Donc, j'aimerais réaliser tel objectif pour l'entreprise, j'aimerais amener ce poste-là vers tel but, tel objectif. Il faut aussi répondre honnêtement. Essayez pas de plaire, parce que de toute façon, vous allez faire... En fait, vous allez être embauché finalement sur des fausses promesses et de toute manière, vous allez vous faire plus de mal à vous qu'à l'employeur lui-même. On entend souvent qu'il faut se vendre en entrevue, mais comment on peut se vendre sans avoir l'air trop prétentieux? Il y a une petite zone grise, là, une ligne sur laquelle on marche un peu. On peut-tu avoir l'air prétentieux? On peut avoir l'air prétentieux, surtout si on n'est pas soi-même. Il faut se faire confiance là-dedans. Si on postule pour un emploi, c'est qu'on se croit capable de le faire et on a juste à répondre tout à fait honnêtement aux questions. On n'a pas à chercher à en beurrer plus épais. Les questions personnelles, si, mettons, la dame ou le monsieur me pose la question, êtes-vous marié, avez-vous des enfants, vous vivez à quel endroit? Est-ce que j'y vais abondamment là-dedans ou je me garde une petite gêne? On se garde une petite gêne parce que sur le plan légal, déjà, c'est des questions qui peuvent être un peu tricky parce que ça pourrait être l'objet à ce moment-là de certaines discriminations. Par exemple, vous avez des enfants et peut-être pour certains employeurs, par exemple, une mère de famille, bien, ça pourrait représenter avoir des problèmes, elle va être souvent absente. Même chose où on se voit dans 5 ans, on ne dit pas qu'on veut avoir 3 enfants puis se marier. Non, exactement. On s'en tient autour de l'emploi. Joachim? Oui, bien, il y a un de nos téléspectateurs, Robert Maranda, en fait, qui, lui, trouve que la question la plus embêtante et la plus inutile en entrevue, selon lui, c'est « Donnez-moi une de vos qualités et un de vos défauts. » C'est ça. Quel est votre pire défaut? Quelle est votre meilleure qualité? Est-ce que les employeurs cherchent à savoir quelque chose? Il faut répondre à ça. Le plus honnêtement possible. Le plus honnêtement. Je fais la pire lasagne au monde. Non, pas le plus honnêtement mais ma tarte possible. au sucre est excellente. Honnêtement, tout simplement. En fait, ce qu'on cherche à savoir par cette question-là, c'est pas votre défaut, c'est ni votre qualité. Ce qu'on veut savoir, c'est... On veut, en fait, mesurer votre niveau de connaissance de vous-même. Est-ce que cette personne-là se connaît bien elle-même? Donc, à ce moment-là, quand on vous pose la question sur votre défaut, cherchez d'abord des défauts qui sont tout à fait présentables. Certains défauts qui sont... Bien, M. Maranda ne dira pas... c'est la ponctualité. Mon plus grand défaut, c'est que je suis toujours en retard. Non, exactement. Par contre, on peut très bien dire, je manque un peu de confiance en moi-même, ce qui m'oblige toujours à revérifier mon travail. Donc, à ce moment-là, ça montre un souci du détail. Trouver aussi la façon qui fait que je corrige le défaut. On corrige le défaut qui se transforme finalement en qualité, parce qu'à ce moment-là, vous démontrez que vous êtes vraiment très pointilleux sur les détails. J'ai tellement peur d'être en retard que j'arrive toujours une demi-heure à l'avance. Exactement. Ça peut être... Mais beaucoup de gens répondent « je suis perfectionniste ». Oui, en fait, c'est une réponse passe-partout parce que justement, les gens ne se sont pas préparés et on cherche toujours, en fait, on y va toujours avec la première réponse qui nous vient en tête, puis c'est toujours celle-là qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Rapidement, Éric, pour terminer, on peut aussi poser des questions, même si on est un candidat. Tout à fait. On le dit, c'est pas un interrogatoire, donc c'est une conversation. Alors, c'est important. Vous pouvez poser des questions, par exemple, sur l'ambiance de travail, sur l'organisation de l'entreprise, ses projets futurs, ses perspectives d'avenir. Êtes-vous ouvert au télétravail? Êtes-vous ouvert au télétravail? Exactement. Oui. Oui, c'est ça. Vous pouvez également poser des questions sur le niveau de responsabilité, sur le détail au quotidien de l'emploi, pour autant que ce n'était pas dans l'offre d'emploi, parce que là, ça pourrait mal paraître. Le salaire, on en parle quand? Seulement si le recruteur aborde la question. Puis après ça, peut-être en deuxième entrevue, lorsqu'on sent qu'on est sur le point d'avoir la job, on s'ouvre un peu plus. Merci, Éric. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Job Boom. Merci beaucoup, Joachim. Et maintenant, vous avez votre job, l'entrevue s'est bien passée. C'est le temps de faire un beau party. Avez-vous ce qu'il faut pour faire jouer de la musique chez vous ou dans le bureau?